Bienvenue dans l'Ondée, le podcast de lecture. Alors, on se retrouve pour la lecture du chapitre 10 de Crime et Châtiment de Dostoïevski. Je vous souhaite une très bonne écoute. Sa conscience ne fut néanmoins pas totalement absente tout le long de sa maladie. C'était un état fiévreux accompagné de demi-lucidité. Par après, il put se rappeler plusieurs détails de ce qui se passa à cette époque. Il lui semblait parfois voir beaucoup de monde se rassembler autour de lui et vouloir l'emporter en se disputant vivement à son sujet. Parfois, il se trouvait seul dans la chambre. Tout le monde était parti, car on le craignait. De temps en temps seulement, on en trouvait la porte pour le regarder et le menacer. On se concertait à son sujet, et on riait en le taquinant. Il se souvint d'avoir vu souvent Nastasia à son chevet. Il distingua encore un homme qu'il croyait connaître sans pouvoir se rappeler son nom, ce qui le rendait très anxieux et même le faisait pleurer. À certains moments, il lui semblait être alité depuis un mois, et parfois, il lui semblait que c'était la même journée qui s'écoulait encore. Mais cela s'était complètement effacé de sa mémoire. En revanche, il se répétait à chaque instant qu'il avait oublié quelque chose d'important, qu'il n'aurait pas dû oublier, et il s'en tourmentait, essayant de se rappeler de quoi il s'agissait. Il gémissait. La rage s'emparait de lui, ou parfois une terreur horrible et insupportable. Alors, il voulait se lever, fuir, mais toujours quelqu'un l'en empêchait de force, et il retombait dans un état d'impuissance et d'inconscience. Enfin, il reprit toute sa connaissance. Cela se passa un matin, à 10 heures. Par temps clair, vers cette heure-là, le soleil dessinait toujours une bande de lumière sur le mur droit de sa chambre et illuminait le coin près de la porte. À ce moment, près de son lit, se trouvait Nastasia et un homme totalement inconnu qui le regardait avec beaucoup de curiosité. C'était un jeune gaillard vêtu d'un cafetan et portant barbiche. À première vue, il semblait être un encaisseur. La porte était entr'ouverte et la logeuse regardait par l'entrebâillement. Raskolnikov se dressa sur son lit. « Qui est-ce, Nastasia » demanda-t-il en indiquant le gaillard. « Le voilà qui revient à lui, dit-elle. »« Il revient à lui, répéta l'encaisseur. Voyant qu'il avait repris conscience, la logeuse s'en fut immédiatement et referma la porte. Elle avait toujours été timide et supportait mal les conversations et les explications. Âgée d'environ 40 ans, elle était grosse et grasse, noire de cheveux, les yeux foncés, affable à force de graisse et de paresse et, en somme, fort avenante. Elle était pudique plus qu'il ne fallait. « Qui êtes-vous » continua à questionner Raskolnikov en s'adressant à l'encaisseur, mais à cet instant, la porte s'ouvrit complètement et Razumikine entra, se courbant un peu à cause de sa haute stature. « En voilà une cabine de vaisseau » s'écria-t-il. « Je m'y cogne toujours le front, et ça s'appelle un appartement ? Te voilà revenu à toi ? Patchenka vient de me le dire. »« Il vient de revenir à lui, » dit Nastasia. « Il vient de revenir à lui, » appuya de nouveau l'encaisseur en souriant. « Et vous ? Ayez l'obligeance de me dire qui vous êtes, lui demanda tout à coup Razumikine. « Moi, je suis Vrazumikine. Non pas Razumikine comme tout le monde m'appelle, mais Vrazumikine, étudiant de famille noble, et celui-ci est mon ami. Et vous, qui êtes-vous ? » « Moi, je suis encaisseur dans le bureau du marchand Chepolaïev, et je viens ici pour son compte. »« Veuillez prendre une chaise. » Razumikine s'assit lui-même sur une chaise de l'autre côté de la petite table. « Ça, mon vieux, tu as bien fait de reprendre connaissance, » continua-t-il en s'adressant à Raskolnikov. « Voilà 4 jours que tu ne manges ni bois. Il fait aussi partie de notre bureau. Il est plus malin que vous, dirait-on. Qu'en pensez-vous ? Oui, il est, comme qui dirait, plus posé. Très louable, votre modestie. Continuez. Voilà. À la prière de votre maman, un transfert d'argent a été opéré par l'intermédiaire de notre bureau, commença l'encaisseur, s'adressant directement à Raskolnikov. Par l'intermédiaire d'Afanassi Ivanovitch Vakrouchine, dont vous avez entendu parler souvent. Au cas où vous seriez entièrement lucide, j'ai ordre de vous remettre 35 roubles en main propre. Car Semoen Simonovitch a reçu des ordres à ce sujet d'Afanassi Ivanovitch, selon le désir de votre maman, comprenez-vous ?
Oh, oui, je me rappelle, Vakrouchine, murmura Raskolnikov pensivement. Avez-vous entendu? Il se souvient du marchand Vakrouchine, s'écria Razumikine. Comment ne serait-il pas conscient? Entre autres, je remarque maintenant que vous êtes aussi un homme sensé. Et oui, il est agréable d'écouter un discours intelligent. C'est bien lui, Vakrouchine, Afanassi Ivanovitch, qui, lorsque votre maman l'en a prié, vous a déjà envoyé de l'argent de cette manière, et il n'a pas refusé non plus cette fois. Semouenovitch a été avisé ces jours-ci, comme il se devait, qu'il avait à vous transmettre 35 roubles, en attendant mieux. En attendant mieux, décidément mieux que tout. Cette histoire avec votre maman n'est pas mal non plus, et alors, d'après vous, est-il pleinement conscient ou non? Qu'en pensez-vous? D'après moi, il l'est, seulement il faudrait qu'il me donne un reçu. Il le griffonnera. Qu'avez-vous là, un registre? Oui, voici. Donnez. Allons, Rodia, soulève-toi, je te soutiendrai. Fiche-lui du Raskolnikov, prends la plume, mon vieux, car, à ce coup-ci, il ne faut plus d'argent que de mélasse. Je ne veux pas. Qu'est-ce que tu ne veux pas? Je ne veux pas signer. Mais, animal, il faut un reçu. Je ne veux pas d'argent. C'est de l'argent dont tu ne veux pas? Ça, mon vieux, tu radotes, je m'en porte garant. Ne vous préoccupez pas de cela, je vous prie, ce n'est rien du tout, il déraisonne à nouveau. Ça lui arrive du reste aussi, quand il est éveillé. Vous êtes un homme sensé, et nous allons guider sa main, ainsi simplement, et il va signer. Y êtes-vous? Après tout, je préfère revenir une autre fois. Non, non, pourquoi vous déranger? Vous êtes un homme sensé. Allons, Rodia, ne retarde pas ton visiteur. Tu vois, il attend. Et il voulut vraiment se mettre à guider la main de Raskolnikov. Laisse, je vais, prononça celui-ci. Il prit la plume et signa dans le registre. L'encaisseur compta l'argent et s'en fut. Bravo! Et maintenant, veux-tu manger, mon vieux? Oui, répondit Raskolnikov. Avez-vous de la soupe? De la soupe d'hier, répondit Nastasia, qui était restée là tout le temps. De la soupe aux pommes de terre ou à la semoule de riz? Aux pommes de terre et à la semoule. Je m'en doutais. Apporte la soupe et du thé aussi, bon. Raskolnikov regardait tout avec ahurissement, et avec une terreur obtuse et insensée. Il avait décidé de se taire et d'attendre ce qui allait suivre. Je sens que je ne délire pas, pensait-il. Je crois bien que c'est la réalité. Quelques instants plus tard, Nastasia apporta la soupe et déclara que le thé serait prêt de suite. 2 assiettes, 2 cuillères et tout le service, sel, poivre, moutarde pour le bouilli, etc., apparurent sur la table, ce qui n'était plus arrivé depuis longtemps déjà. La nappe était propre. Il ne serait pas mauvais, Nastasiushka, que Praskovaya Pavlovna nous expédie 2 bonnes petites bouteilles de bière. Nous en boirions bien. Tu es dégourdi, toi, murmura Nastasia. Elle s'en alla exécuter l'ordre. Raskolnikov continuait à tout regarder d'un regard sauvage, étendu. Dans l'entretemps, Razumikine s'était assis sur le divan. Il saisit la tête de son camarade de la main gauche, avec une maladresse d'ours, bien que Raskolnikov eût pu se soulever par ses propres forces, puisa une cuillerée de soupe, souffla dessus à plusieurs reprises, afin qu'il ne s'y brûlât pas. Mais la soupe n'était pas bien chaude. Avec avidité, Raskolnikov avala une cuillerée, puis une autre, puis une troisième. Ici, Razumikine s'arrêta soudain et déclara que, pour la suite, il faudrait prendre conseil de Zosimov. À ce moment, Nastasia entra, portant 2 bouteilles de bière. « Veux-tu du thé? »« Oui, du thé, en vitesse, Nastasia. Pour le thé, je crois qu'on peut se passer de la faculté, et voici la bière. » Il s'assit sur la chaise, tira à lui la soupe et la bière, et se mit à manger avec un tel appétit qu'on aurait cru qu'il n'avait plus rien avalé depuis 3 jours. « Mon cher Rodia, voilà plusieurs jours que je dîne ainsi chez vous, articula-t-il, pour autant que le lui permettait sa bouche bourrée de viande. Et c'est Patchenka, ta chère logeuse, qui m'honore de cette façon. Moi, évidemment, je n'insiste pas, je ne proteste pas non plus. Et voici Nastasia avec le thé. Elle est bien preste. Nastenka, veux-tu de la bière? Tais-toi, brigand. Et du thé? Du thé, je veux bien. Verse-le. Attends, je vais t'en verser moi-même, assieds-toi.
Il s'affaira, versa une tasse, puis une autre, abandonna le déjeuner et s'assit à nouveau sur le divan. Il entoura, comme tout à l'heure, la tête du malade de son bras gauche, le souleva et lui donna du thé par petites cuillerées, tout en soufflant avec une application spéciale sur la cuillère, comme si la chose la plus importante pour la guérison du malade consistait dans cette façon de procéder. Raskolnikov ne protestait pas, quoiqu'il se sentît la force de se soulever et de s'asseoir sur le divan sans aide étrangère, et non seulement de tenir la cuillère ou la tasse, mais même, peut-être, de marcher. Mais une sorte de ruse insolite, animale même, lui suggéra de cacher provisoirement ses forces, de se tenir coi, et s'il le fallait, de jouer celui qui ne comprend pas encore très bien, ce qui lui permettrait de tendre l'oreille et d'apprendre tout ce qui se passait. En fin de compte, il ne put maîtriser son dégoût. Après une dizaine de cuillerées de thé, il libéra sa tête du bras qui la soutenait, repoussa la cuillère d'un mouvement d'enfant capricieux et se laissa tomber sur les coussins. Sous sa tête, en effet, il y avait maintenant de vrais coussins, des coussins de duvet avec des tais propres. Il n'avait pas manqué de le remarquer. « Il faudrait que Patchenka nous fasse parvenir aujourd'hui même de la confiture de framboise pour lui faire une tisane, » dit Razumikine, se réinstallant à table et se remettant à manger et à boire. « Où veux-tu qu'elle prenne de la framboise ?» demanda Anastasia, qui tenait sa soucoupe de ses 5 doigts écartés et qui filtrait son thé à travers le sucre qu'elle tenait en bouche. « Dans une boutique. Tu vois, Rodia, pendant ta maladie, il s'est passé ici pas mal de choses. Lorsque tu t'es enfui de chez moi comme un filou, sans me dire ton adresse, une telle rage m'a saisi que j'ai décidé de te retrouver et de te demander raison. J'ai commencé le jour même. J'ai couru, interrogé, questionné. Cette adresse-ci, je l'avais oubliée. Du reste, je ne pouvais m'en souvenir pour la simple raison que je ne l'ai jamais connue. Mais je me rappelais que ton logement précédent était près des Piat-Ouglov, dans l'immeuble Karlamov. Ce que je l'ai cherché, cet immeuble Karlamov. Finalement, ce n'était pas l'immeuble Karlamov, mais Buch, comme les consonances sont trompeuses parfois. Alors, je me suis fâché. Je me suis même lâché à tel point que le lendemain, à tout hasard, je suis allé au bureau des adresses et, imagine-toi, on t'y a retrouvé en un clin d'œil. Tu y es renseigné. Moi? Renseigné? Comment donc? Mais le général Koblev, celui-là, on a pu le trouver, du moins, pendant que j'étais là. Trêve de discours. Dès que je suis arrivé ici, je me suis mis au courant de toutes tes affaires, de toutes, mon vieux, je sais tout. Nastasia peut en témoigner. J'ai fait la connaissance de Nikodim Fomitch et d'Ilya Petrovitch, du portier, et de M. Zametov, d'Alexandre Grigorievitch, secrétaire du bureau local, et enfin de Patchenka. Ça, c'était le comble. Tu l'as amadoué, bredouilla Nastasia avec un sourire fripon. Et vous-même pourriez venir par-dessus le marché, Nastasia Nikiforovna. Oh, toi, bandit, s'écria Nastasia, et elle pouffa de rire. Et je suis Petrovna, et pas Nikirovna, ajouta-t-elle soudain, quand elle eut cessé de rire. J'en tiendrai compte. Alors, mon vieux, sans discours inutiles, j'ai voulu tout d'abord employer des remèdes radicaux pour extirper d'un coup tous les préjugés qui règnent ici. Mais Patchenka a eu raison de moi. Moi, mon vieux, je ne m'étais nullement attendu à ce qu'elle soit si avenante, hein? Qu'en dis-tu? Raskolnikov se taisait, quoiqu'il n'eût pas détourné un instant le regard inquiet qu'il fixait sur son ami. Même très avenante, continua Razumikine, qui ne fut nullement déconcerté par le silence de son ami et comme approuvant une réponse reçue. Elle est même très bien sur tous les chapitres. Ah, l'animal! S'exclama Anastasia, que cette conversation plongeait dans une inexprimable béatitude. C'est bête, mon vieux, que, dès le début, tu n'aies pas su prendre le taureau par les cornes. C'est tout autrement qu'il fallait agir avec elle, car, pour ainsi dire, c'est un caractère tout à fait inattendu. Bon, nous en reparlerons par après. Du caractère. Mais comment? Entre autres, en arriver au point qu'elle ne voulut plus t'envoyer à dîner? Ou bien, par exemple, cette traite? Mais il faut être fou pour signer des traites. Ou bien, par exemple, ce mariage projeté du temps où la fille Natalia Yegorovna était vivante. Je sais tout. Après tout, je vois que je touche la corde sensible et que je suis un âne, pardonne-moi. Mais à propos de bêtises,
Qu'en penses-tu ? Praskovia Pavlovna, mon vieux, ce n'est pas du tout aussi bête qu'on peut le supposer au premier abord. Non, murmura Raskolnikov, les yeux détournés, mais comprenant qu'il était avantageux de continuer l'entretien. N'est-ce pas ? S'écria Razumikine, visiblement satisfait de ce qu'on lui eût répondu. Mais pas maligne non plus, hein, un caractère absolument inattendu. Moi, mon vieux, je m'y perds en partie, je te l'avoue. Elle a 40 ans passés, elle dit qu'elle en a 36, et d'ailleurs son aspect lui donne ce droit. Et puis, je te le jure, je la juge plutôt intellectuellement, suivant la seule métaphysique, mon vieux. Il est arrivé là une telle complication que ça en vaut bien l'algèbre. Je n'y puis rien comprendre, enfin. Laissons ces bêtises, le fait est que, voyant que tu n'étais plus étudiant, que tu n'avais plus ni leçon ni costume et que, après la mort de la demoiselle, elle n'avait plus à te traiter sur un pied familial, elle a eu peur. Et comme toi, de ton côté, tu t'es terré dans ton coin sans maintenir les relations passées, la pensée lui est venue de te faire déguerpir. Elle avait cette intention depuis longtemps, mais elle ne put s'y résoudre à cause de la traite. En outre, tu affirmais toi-même que ta mère payerait. C'est ma bassesse qui m'a fait dire cela. Ma mère en est au point de demander elle-même l'aumône. Je mentais, pour pouvoir rester ici et manger, prononça Raskolnikov à voix haute et distincte. Mais oui, c'est très raisonnable. Le hic, c'est qu'ici survint un monsieur Tchebarov, conseiller de cour et homme d'affaires. Patchenka, sans lui, n'aurait rien entrepris. Elle a trop de pudeur pour cela, tandis que l'homme d'affaires n'a pas de pudeur, et d'emblée, il a posé une question. Y a-t-il de l'espoir de faire payer la traite ? Réponse : oui, car il y a là une mère qui, avec ses 125 roubles de pension, va tirer Rodienka de ce mauvais pas, même s'il fallait se priver de manger. Et il y a aussi une sœur qui accepterait la servitude pour sauver son petit frère. Alors, il s'est basé sur cela. Qu'as-tu à remuer ? Ce n'est pas inutilement que tu faisais des confidences à Patchenka lorsque tu avais encore des relations familiales avec elle. Je te le dis parce que je t'aime bien. Et c'est ainsi. L'homme honnête et sensible fait des confidences, tandis que l'homme d'affaires écoute, et puis l'homme d'affaires en tire avantage. Alors, elle a cédé cette traite à Tchebarov et celui-ci, sans se gêner, en a exigé formellement le paiement. Lorsque j'ai eu connaissance de cela, j'ai eu bien envie, par acquis de conscience, de lui jouer un tour de ma façon, mais l'entente se fit entre Patchenka et moi. Et j'ai décidé d'étouffer cette affaire dans l'œuf en me portant garant que tu paierais. Je me suis porté garant pour toi, mon vieux, tu entends ? On appela Tchebarov 10 roubles pour lui fermer le museau et la traite en retour. La voici, j'ai l'honneur de vous la présenter. Vous êtes débiteur sur parole, actuellement. Prenez-la, elle est déchirée un peu, comme il se doit. Razumikine déposa la traite sur la table. Raskolnikov la regarda et, sans prononcer un mot, se retourna vers le mur. Razumikine lui-même en fut offensé. « Je vois, mon vieux, dit-il, une demi-minute plus tard, que j'ai de nouveau fait l'imbécile. J'avais espéré te divertir, t'amuser par mon bavardage, mais je n'ai réussi qu'à faire mousser ta bile. »« Est-ce toi que je ne reconnaissais pas dans mon délire ?» demanda Raskolnikov, après s'être tu 1 minute et sans faire un mouvement. « Oui, c'est moi. Et même, tu entrais en rage à ce propos, surtout lorsque j'ai amené Zametov. »« Zametov ? Le secrétaire ? Pourquoi ?» Raskolnikov s'était retourné brusquement et fixait Razumikine. « Mais qu'as-tu donc ? Pourquoi t'émouvoir ainsi ? Il a voulu faire ta connaissance lui-même, car nous avons beaucoup parlé de toi. De qui, sinon, aurais-je appris tant de choses à ton sujet ? C'est un brave garçon, mon vieux, un garçon étonnant dans son genre, évidemment. À présent, nous sommes devenus amis, nous nous voyons presque tous les jours. J'habite maintenant dans le quartier, tu ne le sais pas encore ? Je viens de m'installer. J'ai été 2 fois chez Lavisa avec lui. Tu te souviens de Lavisa ? Lavisa Ivanovna ? Ai-je raconté quelque chose pendant mon délire ? Comment donc ? Tu ne t'appartenais plus ? Qu'ai-je raconté ? Ça, qu'as-tu raconté ? C'est connu ce qu'on raconte quand on a le délire. Maintenant, mon vieux, à l'ouvrage, sans perdre de temps. Il se leva et saisit sa casquette. Qu'ai-je raconté ? Il y tient !
Craindrais-tu avoir révélé un secret? N'aie pas peur, rien n'a été dit au sujet de la comtesse. En revanche, il a souvent été question dans tes propos d'un bulldog, de boucles d'oreilles, de chaînes, de l'île Krestovski, d'un portier, de Nicodim Fomitch et d'Ilya Petrovitch, l'adjoint du surveillant. En outre, monsieur a bien voulu s'intéresser particulièrement à sa propre chaussette, très particulièrement. Vous n'arrêtez pas de geindre. Je veux qu'on me donne ma chaussette. Zametov, lui-même, a recherché tes chaussettes dans tous les coins, et il t'a présenté ce torchon de ses mains parfumées et chargées de bagues. Alors seulement, monsieur s'est calmé et a tenu cette saleté dans ses mains durant 24 heures. Il était impossible de te la retirer. Sans doute, elle doit encore se trouver quelque part sous les couvertures. Tu as aussi demandé les franges d'un pantalon, les larmes aux yeux, mon vieux. Nous avons cherché à savoir quelle frange, mais nous n'avons pu débrouiller ce que tu voulais. Alors, à l'ouvrage. Il y a ici 35 roubles, j'en prends 10 et je t'en rendrai compte dans une couple d'heures. Dans l'entretemps, j'avais retiré Zosimov, bien que, depuis longtemps, il aurait dû être ici, car il est 11 heures passées. Et vous, Nastenka, venez de temps en temps ici, pendant que je serai parti, pour lui donner à boire ou ce dont il a besoin. Je dirai moi-même à Patchenka ce qu'il faut. Au revoir. Patchenka. Il l'appelle Patchenka. Rusée canaille, dit Nastasia après son départ. Puis elle ouvrit la porte et se mit à écouter. Mais elle ne put résister à la tentation et courut elle-même en bas. C'était trop tentant. Écouter ce qu'il pouvait bien raconter à la logeuse. On voyait d'ailleurs bien qu'elle était totalement charmée par Razumikine. La porte s'était à peine refermée sur elle que le malade rejeta ses couvertures et sauta comme un fou hors du lit. Il avait attendu avec une impatience angoissée, fébrile, qu'ils s'en allassent pour se mettre tout de suite à l'ouvrage. Mais quel était cet ouvrage? Il ne parvenait plus à s'en rappeler. Mon Dieu! Dites-moi une seule chose, le savent-ils ou non? Et s'ils étaient au courant et dissimulés afin de me tromper tant que je suis couché, puis qu'après, ils entrent en me disant que tout est découvert et qu'ils n'attendaient que... Que dois-je faire à présent? Je l'ai oublié, comme par un fait exprès. Je l'ai soudain oublié il y a une minute, je le savais. Il restait planté au milieu de la chambre et, dans une pénible incertitude, regardait autour de lui. Il approcha de la porte, tendit l'oreille, mais ce n'était pas cela. Soudain, comme s'il s'était rappelé ce qu'il avait à faire, il se précipita vers le coin et commença à l'explorer avec la main. Mais ce n'était pas cela non plus. Il alla au poêle, l'ouvrit et fouilla dans les cendres. Les franges du pantalon et les morceaux de la poche arrachée étaient comme il les avait jetés. Donc personne n'y avait regardé. Puis, il se souvint de la chaussette dont Razumikine venait de lui parler. Elle était, en effet, sur le divan, sous la couverture, mais elle avait été à ce point frottée et salie depuis lors que, évidemment, Zametov n'avait pu s'apercevoir de rien. Bah, Zametov, le bureau. Pourquoi donc me convoque-t-on au bureau? Où est la notification? Bah, j'ai confondu. C'est alors qu'on me demandait. J'ai aussi examiné la chaussette alors, et maintenant j'ai été malade. Pour quelle raison Zametov est-il venu? Pourquoi Razumikine l'a-t-il amené? Se murmurait-il, s'asseyant sans force sur le sofa. Qu'est-il donc? Est-ce le délire qui continue, ou est-ce la réalité? Je crois que c'est la réalité. Ah, je me rappelle, fuir. Fuir tout de suite, il faut absolument fuir, oui. Mais où? Et où sont mes habits? Mes souliers ne sont pas là. Ils les ont enlevés, dissimulés, je comprends. Et voici le par-dessus, il n'a pas été examiné. Voici l'argent sur la table, Dieu merci. Voici la traite. J'emporterai l'argent et je m'en irai, puis je louerai une autre chambre où ils ne me découvriront pas. Oui, mais le bureau des adresses, ils trouveront. Razumikine trouvera. Mieux vaut s'enfuir tout à fait, au loin, en Amérique, et que le diable les emporte. Il faut prendre la traite aussi, elle pourra servir là-bas. Que dois-je encore emporter? Ils pensent que je suis souffrant. Ils ne soupçonnent même pas que je peux marcher. Ah. J'ai deviné à leurs yeux qu'ils n'ignorent rien, qu'ils me laissent seulement descendre l'escalier. Et s'ils ont mis un homme là, un policier, qu'est-ce? Ah, voilà de la bière qui est restée, une demi-bouteille fraîche.
Il saisit la bouteille, où restait encore un verre de bière, et but d'un trait, avec délectation, comme s'il éteignait un feu intérieur. Mais un instant plus tard, la boisson lui fit tourner la tête, et un léger et agréable frémissement lui parcourut l'échine. Il se recoucha et tira sur lui la couverture. Sa pensée, déjà maladive et dispersée, s'embrouilla de plus en plus et bientôt le sommeil agréable descendit sur lui. Il posa avec délice sa tête sur l'oreiller, s'enveloppa bien dans la couverture ouatée qui remplaçait maintenant le manteau, soupira doucement et sombra dans un sommeil profond et réparateur. Il se réveilla, entendit que quelqu'un était entré dans sa chambre, ouvrit les yeux et vit Razumikin qui, sur le pas de la porte, hésitait à entrer. Raskolnikov s'était rapidement soulevé et le regardait, comme s'il essayait de se souvenir de quelque chose. « Ah, tu ne dors pas. Mais voici, Nastasia, apporte le paquet !» cria Razumikin dans l'escalier. « Je vais te rendre mes comptes tout de suite. »« Quelle heure est-il » demanda Raskolnikov en regardant tout autour de lui avec inquiétude. « Tu as dormi comme du plomb, mon vieux, c'est le soir. Il est déjà 6 heures, tu as dormi plus de 6 heures. Mon Dieu, comment est-ce possible ? Mais quoi, tant mieux pour ta santé. Qu'est-ce qui presse ? As-tu un rendez-vous ? Nous avons tout le temps. J'attends ton réveil depuis 3 heures. Je suis venu voir au moins 3 fois, mais tu dormais. J'ai été 2 fois chez Zosimov, il n'était pas là. Mais ce n'est rien, il viendra. Je suis aussi sorti pour mes petites affaires personnelles, car j'ai déménagé complètement avec mon oncle. Car j'ai un oncle maintenant. Au diable, l'oncle. À l'ouvrage, donne ici le paquet, Nastenka. Nous allons... Et comment vas-tu, mon vieux ? Je vais bien, je ne suis pas malade, Razumikin. Es-tu ici depuis longtemps ? Je te l'ai dit, j'attends depuis 3 heures. Non, avant. Quoi avant ? Depuis quand viens-tu ici ? Mais je t'ai tout raconté tout à l'heure, tu ne te rappelles pas ? Raskolnikov devint pensif. Il se souvenait de ce qui s'était passé tout à l'heure, comme si c'était un songe, et, ne pouvant s'en souvenir clairement, il regardait interrogativement Razumikin. « dit celui-ci, tu as oublié ? Il m'a bien semblé tantôt que tu n'étais pas tout à fait... Ça va mieux maintenant, après le sommeil. Vrai, tu as bien meilleure mine. Bravo mon vieux, allons, à l'ouvrage. Ta mémoire te reviendra tout de suite. Regarde ici, chère âme. » Il se mit à défaire le paquet auquel il s'intéressait visiblement. « Ceci, mon vieux, j'y tenais particulièrement, car il fallait bien que tu aies figure humaine. Procédons avec ordre, commençons par le haut. Vois-tu cette casquette ? Commença-t-il, sortant du paquet une assez jolie coiffure, mais qui, en somme, était fort ordinaire et bon marché. Laisse-moi te l'essayer. » Tout à l'heure, prononça Raskolnikov, se défendant hargneusement de la main. « Non, mon vieux Rodia, laisse-moi faire. Tout à l'heure, ce sera trop tard, et puis je ne dormirai pas de toute la nuit, car je l'ai acheté au hasard, sans prendre tes mesures. »« Tout juste !» s'exclama-t-il triomphalement, lorsqu'il l'eut essayé. « Tout juste la pointure qu'il fallait. La coiffure, mon vieux, c'est la pièce la plus importante de l'habillement. C'est une recommandation en son genre. Mon ami Tolstiakov est obligé d'enlever son couvre-chef chaque fois qu'il entre dans quelque endroit public où tout le monde garde le chapeau. Tous pensent que c'est par humilité, mais en fait, il a honte de son nid d'oiseau. C'est un homme pudique, Tolstiakov. Alors, Nastenka, voici 2 coiffures. Ce Palmerston, il pêcha dans le coin le vieux chapeau, tout défiguré que Raskolnikov, qui l'appela, je sais pourquoi, Palmerston. Et ce pur joyau ? Peux-tu évaluer son prix, Rodia ? Et toi, Nastasiushka ? Il s'adressa à elle, voyant qu'il ne lui répondait pas. « Tu l'as bien payé 20 kopecks, répondit Nastasia. « 20 kopecks ? Imbécile !» s'écria-t-il froissé. « De nos jours, on ne t'achèterait pas toi-même pour 20 kopecks. 80 kopecks, et encore, c'est parce qu'elle est usagée. Il est vrai qu'il y a une convention. Quand celle-ci sera usée, il t'en donnera une neuve pour rien l'année prochaine, je te le jure. Venons-en aux États-Unis d'Amérique, comme on disait chez nous au lycée, je t'avertis. Je suis fier du pantalon. » Elle déploya devant Raskolnikov un pantalon gris, fait en tissu d'été. Pas le moindre trou, pas la moindre tache, et très convenable. Quoiqu'il ait déjà été porté, le gilet est assorti comme l'exige la mode. Qu'il soit usagé, c'est tant mieux, c'est plus doux, plus souple. Tu vois, Rodia, pour faire carrière, il suffit, d'après moi, de toujours observer les saisons.
Si tu n'exiges pas des asperges en janvier, tu économiseras quelques roubles, de même pour cet achat. Actuellement, c'est l'été, et j'ai fait un achat estival, car en automne, des vêtements plus chauds seront nécessaires, et il faudra jeter ceux-ci. D'autant plus qu'ils se seront détruits d'eux-mêmes, sinon par le fait d'une prospérité accrue, du moins par l'action de difficultés intestines, si l'on peut dire. Combien d'après toi ? 2 roubles 25 kopecks. Et souviens-toi, toujours la même condition, celui-ci usé, l'année prochaine, tu en reçois un autre pour rien. Chez Fedaïev, on ne pratique pas autrement. Tu payes une fois, et c'est pour toute la vie. Ceci parce que tu n'y retournes plus. Alors, voyons les bottes, qu'en dis-tu ? On voit bien qu'elles sont usagées, mais elles iront encore bien 2 mois, car c'est de la marchandise importée. Elles ont été refilées à la friperie par le secrétaire de l'ambassade d'Angleterre. Il ne les avait portées que 6 jours, et puis il a eu un besoin d'argent. Prix 1 rouble 50 kopecks. N'est-ce pas un achat heureux ? Peut-être n'est-ce pas la pointure ? Remarqua Nastasia. Pas la pointure, pourquoi ? Il sortit de sa poche le vieux soulier de Raskolnikov, tout recroquevillé, troué, plaqué debout. J'avais prévu cela, et on m'a donné la mesure d'après ce monstre. Quant au linge, je me suis arrangé avec la logeuse. Voici. Avant tout, 3 chemises. Elles sont de toile, mais le plastron est à la mode. Alors, 80 kopecks la casquette, 2 roubles 25 les autres vêtements, cela fait 3 roubles 5 kopecks, 1 rouble 50 les bottes, car elles sont vraiment très bien, cela fait 4 roubles 55 kopecks, et 5 roubles tout le linge. On a fait un prix pour le tout, cela fait au total 9 roubles 55 kopecks. Veuillez accepter 45 kopecks de monnaie, en sous de cuivre, que voici. Ainsi, Rodia, ta garde-robe est maintenant reconstituée, car, à mon avis, ton par-dessus non seulement en convient encore, mais possède même un air spécialement distingué. Voilà ce que c'est que de commander ces vêtements chez Charmer. Les chaussettes et le reste, je laisse cela à tes soins. Il nous reste 25 petits roubles. Et ne t'inquiète pas au sujet de Patchenka et du loyer, je lui ai parlé. Crédit ultra illimité. Et maintenant, permets-moi de te changer de linge, car actuellement, c'est surtout ta chemise qui est malade. Laisse-moi, je ne veux pas, se défendait Raskolnikov, qui avait écouté avec répugnance cette relation enjouée de l'achat des vêtements. Ce n'est pas permis, mon vieux. Pourquoi aurais-je alors battu le pavé ? Insista Razumikine. Nastasia, ne sois pas gênée, aide-moi, voilà. Et malgré la résistance de Raskolnikov, ils lui changèrent quand même son linge. Puis, ce dernier s'affala sur les coussins et se tut 2 minutes. Ils sont tenaces. Ils ne me lâchent pas, pensait-il. Avec quel argent a-t-on payé tout cela ? Demanda-t-il enfin en regardant le mur. Quel argent ? Ceci est un peu fort, mais avec ton argent. L'encaisseur de chez Vakrouchine est venu tout à l'heure. Ta mère a envoyé de l'argent, l'aurais-tu oublié aussi ? Maintenant, je me souviens, prononça Raskolnikov, après une longue et sombre méditation. Razumikine le regardait avec inquiétude, les sourcils froncés. La porte s'ouvrit, et un homme grand et robuste entra. Raskolnikov le reconnut vaguement. « Zosimov, enfin !» s'écria Razumikine, tout heureux. Si tu souhaites en savoir plus, n'hésite pas à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les autres épisodes qui viendront par la suite. Et puis, pourquoi pas, dans les commentaires, on peut papoter un peu, partager nos impressions, nos idées, tant que ça reste dans la bienveillance bien sûr. Sinon, je te souhaite de bonnes écoutes sur l'ondée, je te dis à très vite, ciao!